Et si la balance, au fond, ne disait pas toute la vérité? Si, malgré une semaine d'efforts parfaits, le chiffre qui s'affiche chaque matin était influencé par un facteur invisible? Un facteur qui n'est pas lié au gras, mais à l'eau. C'est une frustration que beaucoup de gens connaissent. On suit un régime à la lettre, mais le poids stagne. Aujourd'hui, on va explorer pourquoi la perte de gras, la vraie, peut être complètement masquée. À la fin de notre discussion, on aura une compréhension bien plus claire des mécanismes de la rétention d'eau et surtout des stratégies concrètes pour que la balance reflète enfin les progrès. Oui, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un point très important. Le contenu de cette discussion est à but éducatif uniquement. Il ne remplace en aucun cas un avis médical professionnel. Il est essentiel de toujours consulter un professionnel de la santé pour toute question qui touche à votre santé. Absolument, c'est primordial. Alors dans le quart d'heure qui suit, on va faire un petit voyage au cœur de la biologie de notre corps. On va commencer par déconstruire un mythe tenace qui se joue dans nos cuisines avec deux ingrédients que tout le monde utilise. Ensuite, on découvrira une solution assez surprenante qui va à l'encontre de ce qu'on entend d'habitude. Et on terminera avec le coupable silencieux, celui que presque tout le monde oublie, mais qui est peut-être le plus puissant de tous. Prêt? Alors commençons par le début. On parle souvent de cette ironie sombre. On perd du gras, mais le corps le remplace par de l'eau. Et le poids, lui, ne bouge pas. Je dois avouer que ça m'est déjà arrivé. Faire une semaine de sport et de régime parfaite, et le vendredi voir 500 grammes de plus sur la balance. C'est le genre de situation qui donne juste envie de tout abandonner. Comment c'est possible? C'est le cœur du problème et c'est une expérience incroyablement commune. Le mécanisme, c'est une réaction en chaîne. C'est presque un piège parfait en fait. Tout part de la saveur. Quand on cherche à perdre du gras, le premier réflexe, c'est quoi? C'est de réduire les matières grasses. Le souci, c'est que le gras, c'est un vecteur de goût fondamental. Pour compenser cette perte, pour rendre les plats mangeables, on se tourne presque systématiquement vers le sel. D'accord, donc on ajoute du sel pour le goût. Et le sel, bon, on sait qu'il fait retenir l'eau, c'est la base. C'est la toute première étape, oui. Le sodium, il attire et il retient les molécules d'eau pour maintenir l'équilibre du corps. Donc plus de sel, ça veut dire un signal direct pour le corps. Garde l'eau, j'en ai besoin pour diluer tout ce sodium. La conséquence immédiate, c'est une soif. Une soif intense. Le corps réclame du liquide. Et c'est là que le piège se referme, j'imagine. Pour étancher cette soif sans les calories, on se jette sur les sodas zéro ou les boissons avec des édulcorants. Exactement. Et c'est la combinaison des deux qui crée le vrai problème. Les sources qu'on a analysées décrivent une synergie, particulièrement sournoise. Quand le corps reçoit à la fois beaucoup de sel et le goût très sucré des édulcorants, même sans calories, il reçoit un signal confus, mais très puissant. Ce signal peut l'inciter non seulement à retenir encore plus d'eau qu'avec le sel-sel, mais il peut même déclencher une envie de consommer encore plus de sel. C'est un cercle vicieux. C'est fascinant et un peu effrayant, en fait. On pense bien faire en choisissant une boisson sans sucre, mais en réalité, on aggrave le problème de rétention d'eau qui a été initié par le sel. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur du phénomène? On parle de quelques grammes ou de quelque chose de plus significatif? Ah non, on parle de quelque chose de très significatif. Les sources indiquent que cette réaction combinée peut faire retenir jusqu'à 1,5 litre d'eau en plus. 1,5 litre? Oui, l'équivalent d'1,5 kg sur la balance. Et ce, en 24 à 48 heures. C'est énorme. C'est énorme. Et ça explique parfaitement la panique et la démotivation qu'on peut ressentir. On voit le chiffre grimper alors qu'on est en déficit calorique. On pense qu'on gagne du gras alors qu'en réalité, on est juste en état de surhydratation. 1,5 kg. Je comprends mieux le sentiment de désespoir. C'est un tableau assez décourageant. On pense bien faire et on se retrouve piégé dans ce cercle vicieux. J'imagine que la première impulsion, c'est de tout jeter, le sel, les sodas. Mais si je comprends bien, ce serait une erreur. Ce serait non seulement une erreur, mais aussi une approche quasi impossible à tenir sur le long terme. Et c'est ici qu'on aborde la solution. Une solution beaucoup plus nuancée et honnêtement plus libératrice. Le concept clé, ce n'est pas l'élimination, c'est la constance. La constance, c'est-à-dire? Ne pas chercher à supprimer le sel, mais à en manger la même quantité chaque jour. Précisément. Le corps humain, c'est une machine d'adaptation phénoménale. Ce qui le perturbe et le pousse à stocker de l'eau par précaution, ce ne sont pas tant les quantités absolues que les variations brutales. Ah, d'accord. Un jour très salé, suivi d'un jour très peu salé, c'est un signal de panique pour le corps. Il se dit attention, le sel est imprévisible,
je ferais mieux de stocker l'eau au cas où. Par contre, si l'apport en sel est stable, même un peu élevé, le corps s'habitue. Il apprend qu'il n'y a pas de pénurie à craindre. Il n'a plus besoin de surstocker. D'accord, standardiser sa consommation de sel, ça sonne bien en théorie. Mais pour quelqu'un qui mange souvent au restaurant ou qui a une vie de famille, ça semble quasi impossible à suivre au gramme près. Est-ce qu'on a des astuces pour rendre ça réaliste au quotidien? C'est une excellente question. L'objectif, ce n'est pas la perfection au milligramme près, c'est de réduire les grands écarts. Concrètement, ça peut vouloir dire de ne plus ressaler ses plats à table. C'est simple. Ou, si on sait qu'on va manger une pizza très salée le soir, on évite les aliments très salés le reste de la journée. Pour les boissons édulcorantes, c'est le même principe. Et c'est souvent plus facile à contrôler. On se fixe un plafond. Attendez, vous voulez dire que le nombre exact de boissons light importe moins que la constance? Ça va à l'encontre de tout ce qu'on entend sur le fait de limiter au maximum ces produits. C'est assez contre-intuitif. C'est totalement contre-intuitif. Et c'est pour ça que c'est si important. D'un point de vue de la rétention d'eau, notre sujet du jour, le corps préfère gérer 3 sodas light tous les jours plutôt qu'un seul le lundi et 6 le mardi. Que la limite soit de 2, 5 ou même 10 par jour, comme le mentionnent les exemples, le plus important est de s'y tenir. Cette prévisibilité envoie un signal de sécurité aux reins. Ils comprennent que l'environnement est stable et hop, ils peuvent relâcher l'excès d'eau. C'est là que la balance commence enfin à descendre. D'accord. Donc, en maîtrisant la constance du sel et des boissons, on donne au corps la permission de lâcher prise sur l'eau. C'est une approche beaucoup plus psychologique qu'il n'y paraît en fait. On rassure son propre corps. Mais même en appliquant ça à la lettre, j'ai l'impression qu'il y a des semaines où rien ne fonctionne. Comme si un autre facteur venait tout saboter. Et ce facteur existe. On a parlé de ce qu'on met dans notre corps, mais pas de l'état dans lequel notre corps se trouve. C'est le coupable silencieux dont on parlait au début, le stress. Et c'est souvent le plus puissant et le plus négligé de tous. Le stress. On sait qu'il est mauvais pour tout, mais quel est le lien direct avec le chiffre sur la balance? Le lien a un nom, le cortisol. On la surnomme souvent l'hormone du stress. Quand on est stressé, le corps en produit davantage. Et il faut comprendre le mot stress au sens très très large. Une deadline au travail, c'est du stress psychologique. Mais un régime hypocalorique, c'est un stress physique pour le corps. Une séance de sport intense, c'est aussi un stress. Donc même les bons stress, comme le sport, peuvent avoir cet effet. Exactement. Le cortisol a plein de fonctions. Mais l'une d'elles, c'est d'influencer directement la manière dont les reins gèrent l'eau et les électrolytes, comme le sodium. Un taux de cortisol élevé peut littéralement ordonner au corps de retenir plus d'eau. Et il y a une raison évolutive à ça. Ah, là, ça devient vraiment intéressant. Pourquoi notre corps ferait-il ça? Mais le cortisol, c'est avant tout une hormone de survie. Historiquement, pour nos ancêtres, un stress aigu signifiait un danger imminent. Une blessure, une famine, un prédateur. Dans ces situations, retenir l'eau et le sel, c'était un avantage crucial pour survivre, pour maintenir la pression artérielle en cas d'hémorragie par exemple. Le problème, c'est que notre corps, lui, dans sa biochimie, il ne fait pas la différence entre un tigre à dents de sabre et une avalanche d'emails. La réaction hormonale est la même, on se retrouve à stocker des ressources pour survivre à une deadline. C'est incroyable. Donc une semaine de travail intense peut littéralement annuler, visuellement sur la balance, les effets d'une semaine de diète parfaite. C'est un scénario qu'on voit tous les jours. C'est pour ça que la gestion du stress, ce n'est pas un plus. C'est une composante essentielle de l'équation. La solution est simple en théorie. Dormir plus, trouver des moyens de se détendre. Mais c'est souvent là qu'on observe les résultats les plus spectaculaires. Parfois, il suffit d'une bonne nuit de sommeil ou d'un week-end relaxant pour déclencher ce que certains appellent un effet whoosh. Un effet whoosh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une évacuation soudaine et massive de l'eau qui était retenue. La personne se réveille un matin après une période de stagnation frustrante et constate une perte de 1 voire 2 kilos du jour au lendemain. Ah oui, Ce n'est pas de la magie et ce ne sont pas 2 kilos de gras perdus en une nuit. C'est simplement le corps qui, sentant le niveau de stress baisser, relâche enfin toute l'eau qu'il stockait. Ça révèle la perte de gras qui était masquée depuis des jours ou même des semaines. C'est un signal que le corps est enfin sorti de son mode survie. on a vu la théorie, c'est déjà très éclairant. Maintenant, comment on met ça en pratique? Donnons un plan simple, en 3 étapes, pour commencer à appliquer ces principes dès cette semaine. Alors la première étape, c'est l'observation. Sans rien changer,
Juste pendant 2 ou 3 jours, on peut prendre des notes. Noter sa consommation de sel, de boissons édulcorées. Le but n'est pas de se juger, c'est juste de prendre conscience de ses habitudes. On est souvent surpris en fait. D'accord. Observez d'abord. Ensuite, étape 2, la standardisation. Exactement. Une fois qu'on a une idée de sa consommation de base, on choisit un plafond. Un plafond fixe et surtout réaliste. Pour le sel et les boissons, par exemple, je ne ressalerai plus mes plats ou je me limite à 2 canettes de soda light par jour. L'important, c'est que ce soit un objectif tenable. Et la troisième étape, peut-être la plus difficile, se détendre. Oui, il s'agit d'intégrer une action simple et concrète pour réduire le stress. Chaque jour. Pas besoin de méditer pendant 1 heure. Ça peut être 5 minutes de respiration profonde avant de dormir, une petite marche de 10 minutes à la pause déjeuner, sans téléphone, ou écouter une musique apaisante. L'important, c'est d'en faire un rituel, un signal pour dire au corps que le danger est écarté. C'est un bon plan. Mais j'anticipe un obstacle. L'idée même de devoir suivre tout ça, ça peut devenir une source de stress en soi, et on retomberait dans le problème qu'on essaie de résoudre. C'est le piège parfait, et c'est crucial de l'adresser. Si le suivi devient une obsession, on a tout perdu. Il faut se rappeler que l'objectif, ce n'est pas la perfection, c'est la constance. Mieux vaut un objectif modeste mais tenu 90% du temps qu'un objectif parfait abandonné au bout de 3 jours. La régularité l'emporte toujours sur l'intensité. Il faut voir ça comme une pratique, pas comme un examen. C'est très clair. Alors, pour résumer notre discussion, si on devait retenir 3 idées essentielles, quelles seraient-elles? La première, c'est que le duo sel et édulcorant peut créer un cycle de rétention d'eau qui masque complètement les progrès. Et que ce n'est la faute de personne. C'est juste une réaction biochimique. La deuxième, c'est que la solution n'est pas forcément de tout supprimer, ce qui est souvent voué à l'échec, mais de standardiser. La constance, la prévisibilité, ce sont les clés pour rassurer notre corps. Et la troisième, c'est que le stress, via le cortisol, est un acteur majeur et silencieux de la retention d'eau. Sa gestion par le sommeil et la relaxation est aussi importante, sinon plus, que ce qu'on met dans son assiette. C'est un excellent résumé. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, prenez un petit moment pour réfléchir à vos habitudes. Lequel de ces 3 domaines, le sel, les boissons ou le stress, pourrait être le levier le plus puissant pour vous en ce moment? Où est la plus grande variabilité dans votre quotidien? C'est une bonne question à se poser. Commencer par le domaine où on sent qu'on peut avoir le plus d'impact, avec le moins d'efforts, c'est souvent la meilleure stratégie. Et voilà notre pensée finale. La prochaine fois que le chiffre sur la balance ne bouge pas, au lieu de la frustration, on pourrait peut-être se poser une autre question. Qu'est-ce que mon corps est en train de gérer aujourd'hui? La perte de gras d'hier ou le stress de la semaine? Parfois, la vraie mesure du progrès, ce n'est pas le poids, c'est la passion.